Or, il y a de cela quelques semaines, M. Olivier Billet soutenait encore mordicus le plan A, pour ce qui est de la transition. Il estimait que M. Biapol, qui a aujourd'hui 92 ans, pourrait conduire la transition, c'est-à-dire 7 ans encore au pouvoir, en 2025. Si on ajoute 7 ans, M. Biya aura environ 99 ans. Donc il allait faire confiance à un monsieur de 99 ans qu'il maîtrise bien l'état physique aujourd'hui, qui nous envoie des signaux de détresse assez profonds. Mais vous avez mis M. Biya dans votre choix, heureusement. Vous vous êtes rectifié rapidement en ayant un point exclusif. Mais ça peut quand même interroger la cohérence et la constance de l'homme dans ses positions. Il y a seulement quelques semaines. Or, le projet de transition existe depuis 2020. Vous avez maintenu l'option Biapol comme président de transition pendant combien d'années, Rodrigue Ntongue? 4 ans, on est en 2024. Ça fait 4 ans. Il n'a pas réfléchi. Ce n'est que récemment. Et je suis convaincu que c'est parce qu'il a compris que les Camerounais ne sont pas preneurs de cette option. Ils veulent la rupture en bonne et due forme. Également, il nous dit que la caution, il n'a pas pu déposer, en tout cas sa candidature n'avait pas été déposée en bonne et due forme en 2018, parce qu'il y aurait un monsieur qui avait promis quelque chose et qui n'a pas tenu à ses engagements. Pourtant, il y a un article qui existe encore chez vos confrères de CamerounInfo.net où M. Olivier Billet avait fait constater l'absence de ceux qui devraient recevoir son ticket par un huissier. Et vous êtes même allé jusqu'au Conseil constitutionnel, il me semble, pour le contentieux. Alors comment se fait-il donc d'un côté, vous estimez que c'est parce que le bienfaiteur n'a pas vite réagi, et de l'autre côté, vous voulez accuser ceux qui étaient en charge de recevoir la notice de votre caution. Mais sinon, on peut passer rapidement à cela, M. Olivier Billet. Je vais préciser. Si vous permettez que je... Parce que sinon, je pourrais oublier des détails. Non, mais vous pouvez c'est des éléments préjudiciels, et c'est important. Oui, pour qu'on ait une discussion au fond, je il vaut mieux qu'on règle ces éléments-là. Ces questions préjudicielles. Oui, absolument. Non, je voudrais d'abord, évidemment, remercier Aristide Monod pour sa présence ici. Comme il a dit, on s'est retrouvés... on s'est pas vu depuis longtemps. Et j'ai été content de savoir que c'est lui qui viendrait pour le duel. D'abord, je veux vous féliciter pour votre investissement dans le débat public, et notamment dans le débat politique, parce que vous participez à la médiatisation de ces débats en apportant, si vous voulez, une substance intellectuelle et qui, je veux dire, rafraîchit un peu nos plateaux. Et c'est quelque chose de bien. Donc je crois qu'il y a lieu de féliciter un jeune qui s'investit ainsi, et qui sans doute, de mon point de vue, et très sincèrement, est un intellectuel qui mérite quand même un certain niveau de respect et de considération pour ce qu'il fait. Voilà. Quand j'ai dit ça, je viens maintenant à vos questions. Rodrigue Ntongue, évidemment, aura la lourde charge de me rappeler ce que je pourrais avoir éventuellement oublié. Alors, sur la question d'abord du changement de dénomination de mon parti, UFP libérateur. Vous avez bien fait, et il est fidèle lui au moins, de dire que, entre autres raisons, j'ai évoqué le fait qu'il y a l'UPF des journalistes qui créait parfois de la confusion. Mais ce n'était pas la seule raison, pour vous rassurer. En réalité, nous nous trouvons aux alentours des années quand Hubert Kamgan décède, avec les cadres de l'UPA, on se dit, mais au fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est eux qui me disent, mais président, il faut qu'on se mette ensemble. Parce que tu es quand même un des, on va dire l'héritier même de Hubert Kamgan sur le plan idéologique. Nous, on ne voit pas ce qu'on peut faire si on n'est pas avec toi. Bon. Je leur dis, bon, ok, s'il faut qu'on se mette ensemble, c'est peut-être l'occasion précisément de modifier le nom de ce parti et de lui donner, dans la période où on est, une dénomination plus focused sur les problèmes de l'Afrique et du Cameroun actuel. Et on voit bien ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Le problème majeur qui est sur la table, c'est le thème de la libération, c'est le thème du panafricanisme. Voilà, c'est la raison pour laquelle la question de la libération, qui est même au cœur même de la pensée de Hubert Kamgan, est donc choisie pour être l'élément pour désigner le nouveau parti. Quand j'ai dit ça, j'en viens maintenant à la question qui portait sur... le passage rapide de plan A au plan B. Paul Biya aura été... A plan B. Merci beaucoup. Paul Biya était un possible candidat à la transition. Il a raison. Depuis 2020, je le dis. Et j'assume. Mais j'assume aussi le fait d'être un démocrate. Parce qu'un démocrate, c'est quelqu'un qui, quand il est mis en minorité par ses pairs, se plie et accepte que, bon,
vous avez peut-être raison. Moi, j'ai peut-être eu tort de penser qu'on pouvait faire comme le laboureur avec ses enfants. Précisément parce que voilà 35 ans que beaucoup de gens qui se bombent le torse en politique au Cameroun, c'est-à-dire nous, les acteurs politiques de l'opposition, nous pensons qu'on va le bouter dehors, mais on n'y arrive toujours pas. Mais est-ce qu'on n'a pas intérêt finalement, de manière stratégique même, d'opérer comme ça se passe actuellement au Tchad? Parce qu'au Tchad, vous voyez bien que les gens qui se détestaient, opposition et majorité, sont en train de travailler ensemble, hein, et ils vont tous aller aux élections là bientôt. Et je crois que ça va être de nature à déconstruire et à modifier si substantiellement l'environnement politique tchadien. Au bénéfice de qui? Des Tchadiens. Mais est-ce qu'on est sûr, nous, demain, de dire qu'on est capable de battre le parti État, de facto RDPC, en maintenant cette espèce de ligne de clivage à laquelle certains tiennent absolument? J'en sais trop rien. Mais de manière extrêmement sincère, je vous dis que moi j'ai eu la faiblesse de penser, et d'ailleurs mon ami le président N'Djamène ici présent a beaucoup partagé cette idée-là, du plan A. Il y tient d'ailleurs toujours jusqu'à aujourd'hui. Et c'est moi qui lui dis... Vous confiez à Paul Biya la transition de l'après-Biya. La transition... Non, en fait, la transition, dans le cas du plan A, il faut que j'explique. Oui. En fait, nous nous sommes dit ceci, je me suis dit dès le départ, et ça c'est la réflexion d'un acteur isolé, n'oubliez pas ça, c'est le draft, hein. C'est le draft. Moi, le brouillon, moi je suis un athée isolé, je pense un truc. Après, je le mets dans un cadre collégial. C'est le cadre collégial qui décide au final de manière démocratique. Donc, je dis que on ne va pas attendre 2025, en fait. Pour moi, l'idée, c'était qu'on n'attende pas 2025. Et que là, demain, nous sommes en avril, là, dès demain, si Paul Biya souscrit à notre proposition, on engage ce que j'appelle un gouvernement d'union nationale, dans lequel tout le monde va être représenté. Souvenez-vous, en 2025, en mai 2025, lorsque la crise du tribalisme était à son paroxysme, j'avais proposé que pour casser le paroxysme au Cameroun, il faut que tous ces enfants du Cameroun se retrouvent dans une même organisation gouvernementale. Oui, on va gagner en temps. Je termine pour dire que... non, parce que vous posez des questions importantes et des questions difficiles, il faut bien que j'y réponde. Parce qu'il allait chercher, hein. On voit bien que mon petit frère Mono, il n'est pas venu petit, hein. Donc, il est venu changer. Je dis donc effectivement, d'ailleurs le gouvernement d'union nationale que je préconisais, transition et union nationale et salut public, c'était une période de 3 ans. Je disais 2 à 3 ans. C'est un temps court, au cours duquel ensemble, on remet la balle au centre, on refait les lois qui gouvernent le pays, et puis derrière ça, il n'y aura plus personne pour dire que votre affaire là, vous avez bâti ça à votre avantage. Et puis, dernière question. La caution. La question de la caution. Là aussi, j'ai été extrêmement clair et franc. J'ai été extrêmement clair, je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous n'étions pas logistiquement bien préparés en interne pour pouvoir affronter cette affaire avec nos capacités personnelles. Je crois que c'est quelque chose de profondément honnête. Et maintenant, je vais vous dire une chose, c'est que je ne vais peut-être pas entrer dans les détails sulfureux de cette histoire, parce qu'au fond, l'acteur supposé précisément nous a apporté son appui dans cette opération de production de la caution. Vous croyez que Camto peut encore avoir les 14% qu'il a eu là? Je ne pense pas. Alors, est-ce que vous avez travaillé sur le poids politique que représentent toutes les personnes que vous avez approchées? Quand vous parlez de Cabral Limi, vous parlez d'Akere Moula, vous parlez de Joshua Oshi, vous parlez de Elie Bilobé, vous parlez de toutes ces personnes que vous avez consultées. Quel est le poids? Thomas Inondam Joya. Qu'est-ce qu'ils représentent en réalité? Mais ces acteurs-là représentent tout le Cameroun, en vérité. Ils représentent le Cameroun si on prend les statistiques de la dernière élection présidentielle, que représentent-ils? Non, écoutez, vous savez, si vous organisez l'élection présidentielle demain, là, oui, croyez-moi, les résultats de 2018 ne pourront jamais être reproduits. Hein. Nous sommes... vous savez, 2018, c'est quoi? C'est 7 ans, n'est-ce pas? Oui. Après 7 ans, vous croyez qu'on pourrait encore avoir les résultats qu'on a connus, là? Je ne pense pas. Vous croyez que Camto peut encore avoir les 14% qu'il a eu, là? Je ne pense pas. Il faut même dire que le MRC avait réussi à faire ce résultat parce qu'au fond, voyez-vous, le public camerounais, en réalité, ne connaissait pas encore véritablement ces acteurs politiques. Le public camerounais n'avait pas encore été, je dirais, en présence d'un certain type de réalité. Oui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de vous dire que les statistiques de 2018 ne peuvent pas être reproduites demain. En aucune manière. Ce qui, moi,
pour moi, fonde véritablement le poids politique de notre plateforme. C'est que nous ne sommes pas un, nous sommes un collectif. C'est comme dans le cas d'une équipe de football. Voyez-vous, ce n'est pas un seul joueur qui doit faire la force d'une équipe. C'est véritablement le collectif qui doit faire la force d'une équipe. Mais il se trouve que, par bonheur, nous avons déjà là-dedans des acteurs politiques qui, sur le plan statistique, sont déjà assez, je dirais, capés sur la scène politique camerounaise. La seule plateforme qui a pignon sur rue et qui a de la valeur au regard des Camerounais, parce que les Camerounais ne sont pas idiots. Les Camerounais nous disent depuis toujours, et moi je me souviens de cela, Romaric Tenda, depuis 2011, unissez-vous, mettez-vous ensemble, parce que vous avez en face de vous une organisation politique frauduleuse qui utilise les moyens de l'État pour dominer. Et que face à cette organisation-là, seule l'unité peut constituer l'élément de salut pour vous. Enfin, nous donnons au peuple du Cameroun cette opportunité historique de l'unité, de la mise en commun en convergence des forces. Et nous invitons d'ailleurs tous les autres acteurs à rejoindre l'ATP pour le bien des Camerounais, vraiment pour la gouverne de nos concitoyens. Je comprends d'ailleurs pas cette obsession que les journalistes ont à parler de l'APC qui n'existe pas. L'APC n'existe pas. Du tout, pas du tout. Non, elle n'existe pas. C'est juste quelque chose de lilliputien qui n'a strictement aucune valeur, aucune existence. Vous estimez que l'APC c'est une coquille vide? Elle est vide, il n'y a juste rien là-dedans. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi vous en parlez avec insistance. L'expérience de 2018 est une expérience qui ne pourra plus... Les chiffres de 2018 ne peuvent plus être retrouvés demain. Plus jamais. En aucune manière. Pourquoi? Parce que le peuple du Cameroun, du nord au sud et de l'est à l'ouest, veut quoi? Il veut des gens qui sont unis. Oui. Et qui sont massivement unis. Attendez, nous avons eu des réunions sur des mois avec Akeremouna, qui nous avons été en Afrique du Sud pour discuter de ces questions-là. Vous savez? Et donc, il refuse de signer le manifeste de la transition. Lui, il est même quelque part honnête, parce qu'il a compris que c'était une modalité qui peut-être ne l'arrangeait pas. Il n'a pas signé le manifeste, et il est parti. Par la suite, vous avez signalé Diokam Tchameni, qui s'est montré extrêmement réfractaire à l'idée même d'aller à ce que nous avons appelé une primaire. Les gars ont estimé qu'il n'était pas bon de faire ça. Et qu'il fallait juste se contenter d'une modalité sous la table, où, un peu comme en 2004, où les gens allaient payer les uns, donner un peu d'argent aux uns aux autres pour que le choix se porte sur eux. Alors que nous leur disions que, allons à Vision 4, allons à Canal 2, allons à STV, que nos idées soient exposées et que les Camerounais les voient et les entendent. Et que les Camerounais fassent le choix de celui qui leur semblerait être le meilleur. Voilà le facteur de divergence et de discordance. C'est comme ça que ces camarades-là ont décidé de prendre la clé des champs et de partir. Quelques autres sont partis. Nkouvondor, mon ami, s'est également investi à aller soutenir finalement la plateforme d'Akeremouna, alors que lui est même allé jusqu'à signer le manifeste. Il est signataire du manifeste. Je ne sais pas si vous voyez le degré, et je crois que là, Claude Adé va boire du petit lait. Lui qui est son ami. Mais là, ce n'est pas de la traîtrise, c'est de la félonie. Ça s'appelle en langage simple de la félonie. L'esprit Mpingong, pour parler comme au quartier, habite l'essentiel de la classe politique du Cameroun. Et le mal camerounais se trouve dans cet esprit-là. Aussi longtemps qu'on ne sera pas capable d'impulser dans ce pays un minimum de sens éthique, de sens moral. Vous voyez souvent représenter votre plateforme pourtant ici. Mais voyez-vous, oui, voilà quelqu'un qui a représenté souvent la plateforme. Mais je vous assure, professeur de droit, par ailleurs, collègue, non collègue, qui signe signature. Il part du jour au lendemain, sans même vous notifier de quoi que ce soit. Vous apprenez seulement qu'il est déjà... Pourquoi est-ce qu'il y va? Il y va parce que Akeremouna lui a proposé un peu d'argent pour obtenir son yango, pour parler comme Mathias Ouni. Il n'y a pas une opposition unique. Dans l'opposition, vous avez des acteurs qui sont infiniment plus proches du régime RDPC que d'autres acteurs de l'opposition. Il y a une véritable diversité de conceptions politiques. Et donc, à partir de ce moment-là, vous voyez toute la difficulté qu'il peut y avoir à agréger tout ce monde-là. C'est ce que j'avais tenté de faire, vraiment peut-être très naïvement, en janvier 2024, quand je lançais l'initiative ATP. C'était vraiment une affaire de très large ouverture, où tout le monde aurait pu... Mais si des gens ne sont pas capables de se soumettre à un process
de choix d'un candidat qui soit le plus propre possible, qui s'appelle une primaire ouverte, alors, si ça veut dire que vous ne pouvez, si en réalité, il n'y a pas grand-chose en... Pourtant, il y a un article qui existe encore chez vos confrères de CamerounInfo.net où M. Olivier Billet avait fait constater l'absence de ceux qui devraient recevoir son ticket par un huissier. Et vous êtes même allé jusqu'au Conseil constitutionnel, il me semble, pour le contentieux. Alors comment se fait-il donc d'un côté, vous estimez que c'est parce que le bienfaiteur n'a pas vite réagi, et de l'autre côté, vous voulez accuser ceux qui étaient en charge de recevoir la notice de votre caution. Mais sinon, on peut passer rapidement à cela, M. Olivier Billet. Je vais préciser. Peut-être si vous permettez que je... Parce que sinon, je pourrais oublier des détails. Non, mais vous pouvez c'est des éléments préjudiciels et c'est important. Allez, oui. Pour qu'on ait une discussion au fond, il vaut mieux qu'on règle ces éléments-là. Ces questions préjudicielles. Oui, absolument. Non, je voudrais d'abord, évidemment, remercier Aristide Monod pour sa présence ici. Comme il a dit, on s'est retrouvés... on s'est pas vu depuis longtemps. Et j'ai été content de savoir que c'est lui qui viendrait pour le duel. D'abord, je veux vous féliciter pour votre investissement dans le débat public, et notamment dans le débat politique, parce que vous participez à la médiatisation de ces débats en apportant, si vous voulez, une substance intellectuelle et qui, je veux dire, rafraîchit un peu nos plateaux. Et c'est quelque chose de bien. Donc je crois qu'il y a lieu de féliciter un jeune qui s'investit ainsi et qui sans doute, de mon point de vue, et très sincèrement, est un intellectuel qui mérite quand même un certain niveau de respect et de considération pour ce qu'il fait. Voilà. Quand j'ai dit ça, je viens maintenant à vos questions. Rodrigue Tonguet, évidemment, aura la lourde charge de me rappeler ce que je pourrais avoir éventuellement oublié. Alors sur la question d'abord du changement de dénomination de mon parti, UFP libérateur. Vous avez bien fait, et il est fidèle lui au moins, de dire que, entre autres raisons, j'ai évoqué le fait qu'il y a l'UPF des journalistes qui créait parfois de la confusion. Mais ce n'était pas la seule raison, pour vous rassurer. En réalité, nous nous trouvons aux alentours des années quand Hubert Kamgan décède, avec les cadres de l'UPA, on se dit, mais au fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est eux qui me disent, mais président, il faut qu'on se mette ensemble.